Bonjour à tous. Alors, j'ai le grand plaisir d'animer cette discussion d'Olivier Klein avec lui-même, pour reprendre votre expression. Effectivement, c'est un format nouveau que nous expérimentons sur ces universités d'automne. Je vais essayer de faire une discussion plutôt libre avec vous, Monsieur Klein. Nous sommes effectivement tous très heurtés par l'actualité des 10 derniers jours, à la fois au plan national et international, ce qui fait que ces universités d'automne pour la LICRA ont une saveur, le mot n'est pas adapté, mais en tout cas une coloration, une tonalité qui n'est pas habituelle et qui rend d'autant plus essentiel le débat que nous allons avoir avec vous. Nous perdons certes Gilles Kepel, mais nous vous gagnons. Vous êtes un acteur essentiel de la République. Pour la LICRA, association pionnière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, aujourd'hui presque centenaire, la collaboration avec les pouvoirs publics est essentielle. La place du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT est pour nous centrale dans les actions que nous menons. Et nous souhaiterions effectivement avoir un débat, une discussion sans concession, vu l'actualité. Effectivement, vous avez été maire de Clichy une dizaine d'années. Mario a répété un peu, a indiqué votre parcours. Ministre délégué chargé de la ville, aujourd'hui d'ILCRA. Et vous arrivez dans une séquence historique où en une dizaine de jours, l'actualité internationale percute la France, percute les Français juifs. Dans une séquence historique où la LICRA n'a cessé de dire auprès des pouvoirs publics ou quand elle intervenait auprès de la CNCDH que l'antisémitisme n'était pas une catégorie de racisme ordinaire, qu'il devait absolument être distingué dans les analyses que nous menons et dans les actions que nous devons prendre pour lutter contre cette haine particulière. Quand nous disons particulière à la LICRA, nous ne disons pas qu'il faut hiérarchiser les haines, mais nous disons qu'il y a un traitement spécifique à apporter à la haine antisémite et aux conséquences qu'elle entraîne pour les Français juifs sur leur sécurité. Aujourd'hui, nous sommes de plein de fouet percutés. Les attentats du Hamas en Israël inquiètent légitimement les Français juifs. Une première question, Olivier Klein. Dans la mission qui est la vôtre, nous avons participé activement aux travaux du plan qui avait été mené par Elisabeth Rome, le plan contre le racisme et l'antisémitisme, plan quinquennal auquel est associée la DILCRA. Et nous n'avons cessé de dire que l'importation du conflit israélo-palestinien menaçait la sécurité des Français juifs et qu'il fallait absolument intégrer la définition de l'antisémitisme de l'IRA dans le traitement de la question antisémite en France et de la criminalité antisémite. Quelle est votre position? Quelle action mènerez-vous en ce domaine? C'est un point crucial qui inquiète évidemment nos militants, mais essentiellement les Français juifs en France. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais dire mon émotion d'être avec vous dans quelques mots d'introduction. D'abord parce que ça a été dit avant d'occuper cette fonction, je suis d'abord un militant associatif, un militant politique, un élu local. Je connais très bien les deux maires qui seront à vos côtés cet après-midi, un militant de la politique de la ville, un militant des luttes contre les discriminations. Et je sais ce que ça veut dire de sacrifice d'être militant associatif, sacrifice personnel, parfois dans des moments dramatiques comme nous les vivons. On ressent ces drames encore probablement plus que les autres parce que on se dit tout ce qu'on fait depuis des années, est-ce que c'est remis en cause par le drame que nous sommes à nouveau en train de vivre? Alors je voudrais vraiment saluer le travail de la LICRA, saluer le président Stasi et tous ceux qui sont à ses côtés pour organiser ce moment et ceux qui prennent de leur temps, qui viennent jusqu'au Havre. J'ai rencontré tout à l'heure un militant de la LICRA de Nîmes. Je vois la petite diagonale qu'il a dû faire pour venir
jusqu'à vous et je sais ce que ça peut représenter. Ensuite, je voudrais évidemment avoir une pensée très forte pour les populations israéliennes devant le drame, l'acte terroriste innommable que l'on a connu la semaine dernière, le week-end dernier, et puis avoir une pensée pour ce professeur et ce lycée qui a été attaqué hier. Ma vie est complexe et faite de plein d'étapes. Mon vrai métier, mon seul et unique métier, c'est d'être professeur. Je l'ai été très longtemps et d'une certaine manière, je me sens toujours prof de physique-chimie et vous imaginez pas, peut-être qu'il y a des collègues ici, à quel point tous les jours les élèves me manquent et ce rapport avec des jeunes me manque. Et si je parle des élèves, c'est parce que je crois que beaucoup de choses démarrent par l'école. Et je le sais, le travail que mène la LICRA et ses militants est un travail de fourmi, un travail d'éducation, un travail d'intervention. Et je pense, en particulier dans des moments comme cela, que cette intervention est absolument essentielle, nécessaire. Et je salue Élise Fagelès, la secrétaire générale de l'ICRA, qui est venue avec moi et je sais qu'elle est une habituée. Le soutien, notamment de la DILCRA à la LICRA, est beaucoup sur ces actions d'intervention dans nos écoles, d'intervention du quotidien. Comme l'a dit Mario, il croit au local et moi aussi. Je pense que il est important d'avoir ces temps d'échange. Il est important de dire des choses sur les plateaux de télé, sur les radios. Gilles Kepel a travaillé beaucoup à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil, notamment dans un livre qui s'appelle 93. On a échangé par SMS il y a encore quelques heures. Mais il est extrêmement important d'avoir ce travail du quotidien. Alors, oui, comme délégué interministériel, d'abord, je reprends le cheval de bataille de mes prédécesseurs. Et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe. Ce n'est pas une révolution, bien évidemment, même si j'ai conscience d'avoir un parcours différent de mes prédécesseurs. Quand le président de la République et la première ministre m'ont parlé de ce poste, d'abord, j'avais fait acte de candidature parce que ce poste me passionne. Je pense que mon histoire peut permettre d'être utile sur ce poste. Et là, aujourd'hui, vous évoquez la question de ce qui s'est passé. Moi, je crois, en plus de ce que vous avez dit, que ce drame touche tous les Français, quelle que soit leur confession. Et c'est extrêmement important. Oui, évidemment, les Français juifs sont encore plus inquiets, encore plus choqués, mais tous les Français doivent être inquiets, choqués par ce qui s'est passé ces derniers jours, doivent refuser l'antisémitisme, la haine d'Israël, et doivent être à nos côtés, à tous, pour ce qu'a dit le président de la République, faire vivre ce qu'a dit le président de la République, qu'on soit debout et unis. Parce que si des failles se mettent dans cette unité, eh bien, c'est l'ensemble de notre société qui est en danger. Et donc, dans cette mission-là, qui est celle du délégué interministériel et de toute son équipe, parce que vraiment, je tiens à le redire, c'est d'abord de dire les choses, d'avoir la capacité de les dénoncer, d'avoir la capacité de dire que la sécurité de nos concitoyens de confession juive est une priorité, de dénoncer tous les actes, propos antisémites, d'aller, et c'est compliqué mais on y est très attentif, d'aller sur les réseaux sociaux, de lutter contre cette haine en ligne qui est le terreau d'attentats, qui est le terreau de propos insupportables, qui est le terreau de la peur. Je crois qu'on est à plusieurs centaines de signalements pharos faits que par les équipes de la DILCRA depuis une semaine. Et on va continuer à le faire. On réunit mardi, je crois,
les réseaux sociaux avec la DILCRA, avec un certain nombre d'associations pour les rappeler à l'ordre. J'étais la semaine dernière pour rencontrer les équipes de points de contact qui participent avec nous au signalement de toutes les haines en ligne, mais en particulier de l'antisémitisme. On a pris plusieurs articles 40 ces derniers jours contre Rivarol, par exemple, qui est vraiment insupportable. Dans le portrait qu'ils ont fait de moi, ils précisent que je suis juif hongrois. Ça n'intéresse qui que je sois d'origine juive hongroise. Ça prouve le caractère discriminant de ce qu'ils veulent démontrer dans cette espèce d'esprit complotiste. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que la DILCRA s'inscrit dans une histoire. D'ailleurs, nous sommes presque homonymes et je ne doute pas que l'histoire dans laquelle nous inscrivons se rapproche de l'histoire que vous avez construite depuis bientôt 100 ans. Et c'est dans cette démarche-là que je souhaite m'inscrire. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a une interrogation constante et une inquiétude. Hein. Effectivement, bien évidemment que les événements qui ont touché les attentats islamistes qui ont touché Israël répercutent et commotionnent tous les Français. Malheureusement, dans la réalité, ça c'est une pétition de principe, on se rend compte que les rassemblements qui ont eu lieu la semaine dernière en soutien à la population israélienne, malheureusement, ne rassemblaient qu'en majorité que des Français juifs. Alors, je précise cela parce que l'inquiétude est aussi là. Pendant des années, nous avons bataillé, nous bataillons dans les prétoires. Je plaidais récemment encore une affaire contre le BDS, ce mouvement qui appelle au boycott des produits israéliens au nom de la liberté d'expression. Alors, je ne veux pas monopoliser le débat, on aura une petite heure que sur ces sujets, mais l'inquiétude est aussi là. Depuis 20 ans, effectivement, en France, une haine tue. Elle tue spécifiquement par importation du conflit israélo-palestinien, mais aussi au nom de l'islamisme radical, et elle tue des Français juifs. C'est un point central aussi dans notre action parce que les chiffres sont là. Quand on rapporte, on renvoie aux statistiques publiées dans le rapport de la CNCDH et les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Justice. 40% des actes racistes et antisémites en France visent des Français juifs, que ce soit des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. Et il y a une surviolence. Donc les phénomènes d'atteinte aux personnes vont massivement, 50% des atteintes aux personnes vont toucher des Français juifs. Vous êtes DILCRA et effectivement, bon, si on rapporte à la population concernée, hein, en France, les Juifs ne représentent que 0,4% de la population, toute petite population, 450 000 personnes, avec 60 000 départs depuis 20 ans. Effectivement, il y a une problématique particulière. Quelle action faut-il mener au niveau des pouvoirs publics pour enrayer cette surdélinquance, surcriminalité qui vise en particulier une communauté ? D'abord, je crois, ne rien laisser passer, ne rien accepter. Renforcer l'arsenal législatif, renforcer la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, pour que tout acte raciste et antisémite soit pris comme tel. C'est le sens du plan national dont vous avez parlé. Hein. Vous savez que dans la prise de plainte, le caractère raciste, antisémite a été rajouté dans le logiciel de la police et de la gendarmerie. Le caractère aggravant de cette plainte et du caractère aggravant de l'acte raciste et antisémite doit être pris en compte en permanence. La mission de la DILCRA, c'est de faire vivre ce plan, de surveiller sa mise en œuvre, de participer à la formation. L'ensemble des délégués, des conseillers de la DILCRA participent à ces temps de formation, vont en formation initiale dans les écoles de police, dans les écoles de gendarmerie, participent à la formation des magistrats. Donc cette œuvre
de pointer, de punir, doit être en permanence au cœur de notre action. Je crois, et la LICRA et d'autres ont participé à l'écriture du Prado. Il définit un certain nombre d'axes. D'abord, celui de quantifier, parce que je pense qu'il est important, comme vous le faites, de toujours mieux dire, compter ces actes, voir l'écart, ce qu'on appelle le chiffre noir, entre ces actes commis et le nombre de plaintes. Comment on fait pour que cet écart entre les actes commis et les plaintes et les sanctions se réduisent? Moi, je crois que ça fait partie du cœur de l'action qui doit être celle des associations et celle de la délégation interministérielle que j'ai l'honneur de conduire, pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité. Il n'y a pas d'impunité sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se cacher derrière une adresse IP en pensant qu'on peut dire n'importe quoi. Et donc, je souhaite qu'on soit plus virulent. Je souhaite que les organismes qui abritent, hébergent, comme on dit, ces réseaux puissent être punis et surveillés. Donc voilà, je crois vraiment que la peur doit changer de camp d'une certaine manière. Tout à fait. Et alors, vous parliez tout à l'heure effectivement de vos fonctions d'enseignant et de la nostalgie que vous aviez de cette place de l'enseignant qui a été dans votre vie, et la bataille culturelle que nous devons mener quand on constate en France que le grand-père des enfants Sandler assassinés par Mohamed Merah ne peut pas venir dans les écoles du 93 pour raconter l'assassinat terroriste, islamiste, antisémite dont ont été victimes ces petits-enfants. Comment on peut intégrer le tissu scolaire, les consciences des élèves et sensibiliser la jeunesse? On se rend compte, on en parlait hier, que cette barbarie, la barbarie à laquelle nous assistons, les jeunes ont perdu tout simplement le sens de l'empathie et qu'on ne peut même plus venir discuter dans les écoles de ces drames qui touchent pas que les Français juifs, nous en parlions hier, qui touchent, on peut même plus venir discuter du génocide arménien parfois dans les écoles. Il y a évidemment, comme il n'y a pas de zone de non-droit, de cité ou de résidence interdite à la police, il n'y a pas pour moi d'école, de collège, de lycée dans lequel des sujets ne peuvent pas être abordés. D'abord, c'est aussi, je suis désolé de revenir souvent à ce Prado, mais c'est ma feuille de route, c'est la feuille de route du gouvernement et cette volonté que chaque élève visite un lieu mémoriel au cours de sa scolarité est une volonté extrêmement importante. Moi, et là aussi, je reprends un exemple personnel, j'ai été maire de Clichy-sous-Bois. On a été une des villes pionnières, dans l'expérimentation d'une mallette pédagogique, d'un travail qui avait été fait entre l'Institut du monde arabe et le MAGE sur la découverte d'objets, de bijoux de la communauté juive, de la communauté musulmane. Moi, j'ai assisté à des présentations de ce travail dans des classes de Clichy-sous-Bois et c'était extrêmement à la fois émouvant, apaisé et déterminant. Les élèves de Clichy, parce que j'y suis attaché, mais d'autres ailleurs, on vient de lancer avec Élise le prix Ilan Halimi, et on sait à quel point ce prix joue un rôle. Donc moi, avant-hier soir, j'étais à la soirée du mémorial de la Shoah, et on voyait des élèves de Castres, Élise, voilà, de Castres, des lycéens de Castres, qui avaient repris les noms des enfants juifs de Castres qui avaient été déportés, des élèves de toute confession, bien évidemment, et qui s'étaient incarnés dans l'histoire de ces enfants. Et ils en ont donné la lecture des noms, c'était très émouvant, de 3 à 12 ans, je crois. Et chacun s'était senti très proche de ses enfants. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer. Je l'ai dit, je suis un élu du 93. Il y a le camp de Drancy à proximité, il y a le mémorial de la Shoah à Drancy. Les élèves de nos villes, de Seine-Saint-Denis, vont au mémorial, vont voir le wagon. Je ne dis pas que c'est facile, je ne suis pas adepte des bisounours et je sais les complexités. Mais je peux vous assurer que de là où je suis, je ne renonce pas. Je crois que si le président de la République et la première ministre m'ont fait confiance sur ce poste,
alors qu'habituellement, et ils ont fait un travail magnifique, c'était des préfets, c'est pour peut-être donner un peu de sens et d'utiliser mon expérience d'élu local pour faire vivre cette volonté d'aller partout, d'avoir, parce que mon histoire est mon histoire, cette capacité à dire des choses différemment peut-être. Et donc, non, il n'y a pas de lieu interdit. C'est encore malheureusement un professeur d'histoire qui a été assassiné hier. Et je l'ai dit tout à l'heure, je veux saluer leur engagement, leur travail. C'est un métier difficile. C'est probablement un des plus beaux métiers du monde après celui d'avocat, ou au même niveau. Mais voilà, je crois qu'on a une responsabilité. Je ne dis pas que c'est facile. Comme on a une responsabilité de parler d'éducation sexuelle, de sexualité, d'homophobie dans tous les établissements scolaires sans tabou, eh bien oui, il faut parler de la Shoah, il faut parler de l'histoire de l'antisémitisme, il faut être dans la reconnaissance, toutes les reconnaissances, ne pas opposer les histoires, mais les additionner pour que notre pays est une grande démocratie. Moi, j'ai confiance dans notre capacité à continuer à construire ensemble, même dans des périodes aussi dramatiques que celles que nous connaissons. Évidemment, toutes les reconnaissances, et l'ALICRA s'engage justement dans toutes les reconnaissances des vécus et des souffrances et des discriminations des uns et des autres. Alors, justement, vous avez été nommé par le président de la République aux fonctions qui sont les vôtres parce que vous avez été ministre de la ville, maire de Clichy-sous-Bois, hein, c'est ça, une ville où les difficultés sont là et où la jeunesse est très impactée par la question de la discrimination. Alors en France, effectivement, les enquêtes de victimation établissent que, même s'il y a un chiffre noir, hein, 4 millions de Français déclarent vivre au moins une fois par an un fait de racisme, que ce soit un acte, une parole, une agression verbale, une provocation à la haine, une attaque sur les réseaux sociaux, une attaque physique. Seulement 10 000 plaintes environ aboutiront, seront déposées, ce qui prouve qu'il y a peu de confiance dans le tissu judiciaire ou l'action des pouvoirs publics pour résoudre le problème. Les jeunes, particulièrement les jeunes, 20% des jeunes perçus comme noirs ou maghrébins, enfin non, la majorité des jeunes perçus comme noirs ou maghrébins vont faire l'objet d'un surcontrôle de la part de la police. C'est documenté par le défenseur des droits. Récemment, une décision du Conseil d'État a refusé de condamner l'État, renvoyant l'action au pouvoir public. Quel peut être le rôle du DILCRA pour lutter contre ce que les jeunes considèrent aujourd'hui, les jeunes issus de la diversité, perçus comme noirs ou arabes, comme la pire des injustices pour eux, celle d'être surcontrôlés. On reviendra après sur le fait qu'ils sont aussi sujets à 50% de chances de voir leur candidature à l'emploi rejetée au panier s'ils s'appellent Mohamed ou Aboubacar. Dans une république, dans un état de droit, les relations entre la police et la population sont extrêmement importantes. D'abord parce que tout à chacun, on a le droit à la tranquillité, à la sécurité chez soi, dans l'espace public. On n'a pas envie de rentrer dans son immeuble, escalader un certain nombre de jeunes qui font des bêtises ou pas, qui fument ou qui vendent, etc. Mais la relation police-population, oui, est un élément central. J'ai vu M. Flamme, le procureur avec qui on travaille dans le CLSPD régulièrement, et il sait à quel point je suis attaché. J'étais hier matin en train de prendre mon petit déjeuner avec le commissaire de Clichy-sous-Bois, et je vous dis ça parce que mon expérience, je crois, est utile. Et ce petit déjeuner avec le commissaire de Clichy-sous-Bois, je l'ai fait avec tous ses prédécesseurs une fois par mois pour comprendre, parce que le travail de la police dans nos quartiers est un travail difficile. Et les policiers aspirent à faire ce travail le mieux possible. Donc, il y a les délégués police-population. Je crois qu'il faut renforcer leur rôle. Il faut s'assurer de leur présence dans un maximum de commissariats.
moi, je l'ai toujours dit, donc il suffit de pianoter sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas m'inventer une nouvelle histoire parce que je suis délégué interministériel. Je crois qu'on a un sujet au niveau des contrôles qu'il faut expérimenter. Je n'ai pas de réponse toute faite sur ces sujets-là. Je crois qu'il faut travailler avec la police. Je crois aux centres de loisirs jeunes, là où il y en a, animés par la police nationale. Je l'avais proposé quand j'étais ministre de la Ville et du Logement, le développement des CLJ, parce que je pense là encore que ces questions-là démarrent très tôt. Je ne dis pas de reproduire ce qui a pu être la caricature des polices de proximité quand on disait qu'ils jouaient au foot avec les gamins. Ça n'a jamais été le cas. J'avais une police de proximité à Clichy. Ils ne jouaient pas au foot avec les gamins. Ils faisaient leur travail de policier. Mais je crois qu'on a besoin de réfléchir, de regarder les expériences britanniques, les expériences danoises sur la manière dont on contrôle. Non pas pour diminuer la qualité du travail de la police, mais pour aider la police à faire mieux son travail. Donc, j'ai pas de solution. Les récépissés, je touche mon téléphone pour penser aux caméras piétons. Enfin, tout ce qui peut aider à apaiser cette relation, je crois, doit être expérimenté. J'ai proposé, et je proposerai encore à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur que la DILCRA, avec d'autres, participe à cette réflexion, mais surtout pas en mettant la police en cause de manière systématique et inutile, mais dans une volonté d'aider la police. Mais je sais aussi que les jeunes, comme vous le dites, pour les rencontrer, vivent ces contrôles de manière discriminatoire. Je sais aussi que c'est évidemment, même quand j'étais pas maire ou élu, le nombre de fois où j'ai été contrôlé dans ma vie quand j'allais à la fac à Paris ou ailleurs est extrêmement réduit. Alors que vous avez compris, je suis aussi issu de l'immigration, mais ça se voit pas. Mais donc oui, on a un sujet sur lequel il faut qu'on avance tous ensemble de manière intelligente et apaisée. Et comme dit le CRA, j'essaierai d'y contribuer, même si déjà le conseil scientifique de la DILCRA avait essayé d'y réfléchir. Et je pense qu'on doit pouvoir continuer à réfléchir. Mais je sais aussi que la police y réfléchit. Dans mes fonctions précédentes, j'ai eu la chance d'en échanger avec le ministre de l'Intérieur. Personne ne dit que tout va bien. Effectivement, personne ne dit que tout va bien. Et c'est vrai que c'est une réflexion que nous menons au sein de la LICRA depuis de nombreuses années, celle qui est de se dire que le repli communautaire, la propension à considérer qu'il y a des mémoires qui sont plus valorisées que d'autres, les haines intercommunautaires sont favorisées davantage par le fait que les discriminations ne soient pas traitées ou résolues de manière efficace auprès des publics concernés. Les jeunes issus de l'immigration, perçus comme étant d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, sont 30 fois plus susceptibles de voir leur CV mis de côté quand ils candidatent à un emploi, sont confrontés à des refus d'accorder un logement en fonction de leur couleur de peau, sont contrôlés, surcontrôlés, comme nous venons de le dire. Et c'est un phénomène qui fait l'objet d'une impasse judiciaire. Alors, je ne vais pas trop, effectivement, judiciariser la séquence avec vous. En plus, ça aura peu d'intérêt. Non, mais en tout cas, les chiffres sont là. La discrimination raciale est inscrite dans notre code pénal. J'ai tendance, et souvent, je le répète à l'envi, mais parce qu'en réalité, on a l'impression que c'est un texte qui a été écrit avec une obsolescence programmée. Depuis 5 ans, les chiffres sont accablants. Zéro poursuite pénale, une condamnation pénale en matière de discrimination raciale. Alors, sans être un juriste confirmé, on ne peut que s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en charge judiciaire ni de sanction de la part des auteurs. Sur le plan du travail, parce que je sais que vous allez vous impliquer et vous allez nous expliquer comment la DILCRA va déployer cette proposition de loi. Notre commission prévention et lutte contre les discriminations au sein de la LICRA
travaille activement sur ces dossiers de discrimination dans le travail. Et effectivement, 50%, 60% des doléances des publics concernés par la discrimination vont concerner l'emploi. L'emploi, c'est la base, hein. Sans emploi, il n'y a pas de possibilité d'avoir un toit, il n'y a pas de possibilité d'accorder à ses enfants une école de qualité, et c'est la chaîne des discriminations continues qui s'aggrave. Comment résoudre cette problématique quand on sait que effectivement un Français sur 3 originaire, issu de la diversité, si on peut l'appeler ainsi, va être confronté 30%, 40% de plus qu'un autre Français perçu comme d'origine européenne, à la question de la discrimination dans l'accès à l'emploi et dans la carrière. Vous avez raison, c'est un sujet déterminant. Le président de la République a dit dans la dernière campagne que ce sujet des discriminations devait être pris en compte, pris à bras-le-corps et évalué et mieux connu. Il l'a dit aussi dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement. Alors, les deux peuvent être liés, mais pas forcément. Et vous avez parlé tout à l'heure du repli communautaire. Oui, il existe. L'entre-soi, malheureusement, dans notre pays, il est très présent. Il est souvent subi, l'entre-soi. En tout cas, c'est mon sentiment, hein. Dans les quartiers populaires, il m'arrive de traverser souvent le 7e arrondissement depuis 1 an et demi. Il y a un autre entre-soi qui peut exister, et celui-là, il est choisi. Celui de l'entre-soi des quartiers populaires, il est le plus souvent subi, et il provoque aussi parfois ce repli communautaire. Moi, si je vous raconte ma vie, quand j'étais gamin, ma grand-mère m'amenait voir un médecin hongrois, on allait à la maison hongroise parce qu'elle comprenait au moins ce que disait le médecin, mais on n'a plus de maison hongroise parce que notre histoire a fait que on s'est séparés et qu'on a trouvé notre place dans la société. Donc, le gouvernement souhaite mettre en place un certain nombre de testings. Je sais que cette question interroge parce que le testing, ça a déjà été expérimenté. C'est difficile aujourd'hui, avec les méthodes employées, de vérifier la véracité des chiffres. C'est souvent contesté par les employeurs. Mais moi, je crois, et un député qui s'appelle Marc Ferracci travaille sur une PPL avec le gouvernement, avec nous, pour objectiver, rendre scientifique ce travail, faire que ce qu'on appelle le name and shame puisse voir le jour, mais de manière juste, non, pour montrer du doigt et dénoncer, mais aussi pour progresser, et probablement surtout pour progresser. Le président de la République l'a dit à Marseille, malheureusement, le jour de la mort de Naël et la veille du départ des émeutes de juillet, donc ça a peu été repris. C'était le lancement du programme Quartier 2030 que mon ministère avait travaillé. Il a dit les testings devront porter sur le nom, sur l'origine et sur l'adresse. Et donc, c'est ça qu'on va faire vivre. Moi, depuis que je suis d'abord ministre, mais maintenant délégué interministériel, je rencontre le député, je rencontre un certain nombre de scientifiques, d'organismes qui ont déjà fait ces testings pour réussir à lancer des opérations massives de testing d'entreprises assez grandes, hein. On va tester une PME qui fait un recrutement tous les 2 ans, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'aurait pas de signification. Donc ce testing statistique doit nous permettre de mieux connaître la réalité. Ensuite, il ne faut pas se contenter de l'entrée dans l'entreprise, parce que, on le sait, la question du plafond de verre, la question de la carrière dans l'entreprise doit aussi nous préoccuper. Il ne suffit pas d'entrer, il faut voir en fonction de son diplôme, de son implication, comment on progresse à l'intérieur de l'entreprise. Je crois au label diversité, qui est un label qui marche, qui est important. Moi je le vois comme élu local, parce qu'un certain nombre de mairies cherchent à avoir ce label diversité AFNOR. L'intérêt, c'est de toutes les questions qu'on se pose pendant l'accès au label, sur nos pratiques, sur la réalité de la lutte contre les discriminations à l'intérieur
d'une collectivité locale, d'une entreprise, etc. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de faire vivre, avec une volonté pas que punitive. Lorsqu'on va tester, on va d'abord regarder la réalité ou non de la discrimination, voir l'entreprise avant de dénoncer, voir avec elle si elle a conscience que, au final, si on découvre une forme de discrimination réelle ou supposée, ou que des RH mettent en place, entre guillemets, sans le savoir, voir avec l'entreprise comment elle va faire évoluer ses pratiques. Et puis, si elle ne les fait pas évoluer, eh bien, on les dénoncera parce qu'elles n'ont pas le droit de continuer à discriminer. Vous savez, si on regarde le pôle de Roissy, qui est un pôle de recrutement extrêmement important de l'Est parisien, quand on étudie en pourcentage et en rapport de population, il y a beaucoup plus d'habitants du Beauvaisis qui travaillent sur le pôle de Roissy que de gamins de la Seine-Saint-Denis, que de jeunes de la Seine-Saint-Denis. Donc, il y a bien quelque chose qui ne marche pas. Alors, je sais qu'on peut arriver en TGV du Beauvaisis sur le pôle de Roissy, mais donc on a progressé. C'est une certitude. Et donc, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, on a besoin de mieux connaître la portée de cette discrimination. Et c'est pour ça qu'on pense que le testing peut nous aider. Alors, puisqu'on expérimente aujourd'hui un format qu'on a un peu inédit pour nous sur ces universités d'automne, qui est la discussion. Alors, c'est un sujet que je maîtrise, la question des discriminations, un petit peu vu mon action. Quelques réflexions qui sont sur un échange avec vous. Hein. Effectivement, vous n'êtes pas rédacteur de la proposition de loi, vous allez la déployer avec la DILCRA, mais justement, puisque vous la loi n'est pas passée. Voilà. Donc, vous la déploierez, je l'espère, avec aussi un regard critique et une volonté aussi de donner sans doute des conseils au pouvoir public. Alors, on sait bien que ces questions de discrimination dans l'emploi sont très impactantes, que la question de l'embauche, c'est la base est fondamentale, mais finalement, nos concitoyens qui sont visés par ces discriminations, in fine, ils arrivent pas souvent à être embauchés, mais c'est aussi dans la carrière qu'ils vont le plus souffrir. Ils vont le plus souffrir parce qu'ils vont être placardisés, moins bien payés que d'autres, ils vont être écartés des primes, ils vont pas avoir l'ascension auquel ils auraient droit de prétendre. Il y a des problèmes de harcèlement discriminatoire. Toutes ces problématiques ne peuvent pas rentrer dans l'enveloppe de la mission testing. Le testing, pour nous, associatifs, alors, effectivement, les associations n'ont pas été conviées à la réflexion et c'est bien dommage parce qu'on aurait des choses à dire. Donc, je vous passe le message à travers cette discussion et puis, effectivement, puisque vous le repasserez à qui de droit, et surtout, la question toujours avec ces problématiques de testing pour solutionner la discrimination, c'est qu'il y a une lassitude aussi de la part des victimes ou même des associatifs, c'est de se dire tester, auditer, chiffrer, mais on sait. Mais même si on n'est pas dans le tout sanction, je suis avocate, je ne suis pas procureur, mais à un moment, la solution, est-ce que c'est pas de sanctionner pour réparer les victimes? Est-ce qu'il n'y en a pas marre de tester? Évidemment. L'objectif, c'est pas de faire une photographie et de la contempler pendant des années. L'objectif, c'est de faire des photographies, de faire changer les pratiques, et si elles ne changent pas, de sanctionner. Et je l'ai dit, vous avez raison, il y a la problématique de l'entrée dans l'entreprise et la problématique du parcours. Moi je crois qu'il ne faut surtout pas s'arrêter au testing d'entrée. Des gens comme Patrick Simon travaillent aussi sur la notion de discrimination à l'intérieur de l'entreprise. Je crois aussi qu'il faut mener, et il y a des questionnaires qui ont été faits. France Télécom, après des périodes troublées qu'ils ont connues, des suicides dans l'entreprise, etc., ont mis en place ces pratiques de sentiments et de questionnaires sur le sentiment de discrimination à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, je crois aussi à ça. Je dépasse largement mon rôle, mais je sais que le ministère du Travail, de l'Emploi, France Travail veulent aussi, la DIER, veulent aussi, la DARES, pardon, veulent aussi multiplier ces opérations de meilleure connaissance du parcours dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas que l'entrée. Et c'est pareil, je parlais du logement tout à l'heure. Quand j'étais ministre du Logement, j'ai signé avec la FNAIM un protocole de lutte contre la discrimination dans la recherche du logement, parce que ça aussi, c'est extrêmement discriminatoire. Donc oui, il faut mener tout ça de front.
il faut être capable d'avancer de manière douce avec la carotte, mais oui, il faut aussi, à certains moments, lorsque la discrimination est prouvée, soit à l'entrée de l'entreprise, soit dans le parcours de l'entreprise, eh bien, sanctionner, nommer, sanctionner pour faire progresser et que la justice passe plus vite. Hein. On a l'exemple d'Adecco en ce moment avec un procès sur une affaire qui a presque 20 ans de mémoire. 20 ans. Oui, c'est pas possible d'être sur des temps aussi longs. Surtout que aujourd'hui, pour connaître un peu les acteurs d'Adecco, ils ont beaucoup, d'une certaine manière, progressé grâce ou à cause de ce moment insupportable de leur histoire où il y avait des étiquettes BBR, etc. dans leur classification. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir par moment de la justice, mais une justice rapide, efficace et qui change la donne. Et une justice, pour conclure là-dessus, après on le donnera un échange avec la salle, une justice qui est réparatrice, parce qu'effectivement, vous parliez de 20 ans pour le procès Adecco, devant les conseils de prud'homme au plan social, le ticket moyen de réparation en matière de discrimination, c'est 1 000 € de dommages et intérêts. Est-ce qu'une justice qui ne sanctionne pas efficacement est efficace? Est-ce qu'elle est dissuasive pour les entreprises et les grands groupes avec 1 000 € de dommages et intérêts au bout de 10 ans de procédure? Je ne le crois pas. Et je vous laisserai le mot de la fin là-dessus, après un échange avec la salle. La question est dans votre réponse, bien évidemment. Il faut aller plus loin dans la sanction civile, pénale, et c'est le sens des travaux que l'on mène avec le ministère de la Justice, le garde des Sceaux. Je sais qu'il est mobilisé, que le ministère de l'Emploi et le ministère et le garde des Sceaux sont mobilisés sur ces sujets, et il faudra faire progresser l'arsenal législatif, même si le Prado souligne ces nécessités d'avancer et de sanctions plus fortes. Mais je ne suis pas législateur, et il y a un certain nombre d'actions inscrites dans ce plan qui doivent, pour être concrétisées, être suivies d'évolutions législatives. Merci Olivier Klein. Alors je vais laisser la parole aux militants de la LICRA s'ils veulent poser des questions. Alors il y a plein de mains. Ah, oh là là. Alors honneur à Muriel. Ah pardon, tiens. 5 minutes avec la salle. Hein. J'ai fait un petit peu de scène, mais en vieillissant, je perds un peu ma voix. Monsieur Klein, avant que vous preniez votre fonction, j'ai beaucoup espéré parce que dans mon département, j'ai été sollicitée pour assister à une réunion du CORA. J'étais très contente parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas été convoqués. Et je me suis dit, enfin, le CORA va pouvoir nous aider à utiliser ce levier qui pourrait être très utile. Réunion entre les collectivités locales, les associations, le préfet, et ça nous permet de travailler ensemble, etc. Bon, la réunion a été utile, fantastique. Les échanges ont été fructueux. Malheureusement, il n'y a pas de suite. Ça fait des mois que j'attends. Alors, bon, je ne veux pas faire de la... Comment ça s'appelle? La dénonciation, voilà. C'est pas du tout dans l'ADN de la LICRA, mais je suis dans les Hauts-de-Seine. Non, sincèrement, c'est pas le préfet qui est responsable. Je veux dire, c'est un ronron qui ne cesse pas. Et bon, c'est très bien de se réunir une fois par an, mais ça sert à rien si on fait rien. Voilà. Merci.
Je vais attendre parce que... Raï Musican, vice-président de la section de Paris. Alors, Monsieur Klein, c'est à la fois au délégué et à l'ancien enseignant que je voudrais m'adresser. Parce que nous sommes en 2023, depuis le début des actes antisémites en 2000 et dans d'autres fonctions. J'ai eu l'occasion d'avoir très régulièrement des réunions de travail rue de Valois avec le ministre, avec ses conseillers. Et invariablement, depuis 23 ans, on a droit à une phrase qui est s'attaquer à un Français juif, c'est s'attaquer à la République. Et comme vous, c'est de dire on ne laissera rien passer. Et si je faisais du cinéma ou de la télévision, je vous dirais que moi je note un décalage entre le son et l'image. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est dit, tout ce qui est promis au ministère de l'Éducation nationale, et je regarde ce qui se passe un peu partout en France, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Galina Elbaz signalait que le grand-père des 3 enfants qui ont été assassinés à Toulouse, et sur lequel le maire de Toulouse, M. Boudingue, reviendra sûrement, ne peut pas parler de cet assassinat à l'école. On sait depuis de très nombreuses années qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler. La Shoah, le journal d'Anne Frank. Et puis, tu as évoqué, je crois également, que désormais, on ne parle même pas du génocide des Arméniens de 2015. Et puis, je voudrais aussi ajouter, en ayant été en contact avec de nombreux professeurs, qu'ils ont peur, ou ils préfèrent ne pas faire de vagues, et que bien souvent, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Et je ne voudrais pas non plus évoquer le silence assourdissant que l'on a noté, notamment lorsqu'il y a eu ces mauvaises réponses du côté de l'Académie de Versailles concernant ce jeune garçon qui s'est suicidé. Alors, je voudrais vous dire, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir la volonté d'agir, mais est-ce que, je dirais, au niveau du sol, au niveau du terrain, eh bien, les académies vont vous suivre? Ouais, dernière question. Bon. Bonjour, Abraham Benjio, président de la Commission Culture. Dans sa première question, Galina évoquait la définition de l'antisémitisme par Lia Scherer. Alors, évidemment, il est hors de question de demander au gouvernement français ou à l'administration française de suivre les positions d'un gouvernement israélien, quel qu'il soit. Mais est-ce que le moment n'est pas venu quand même de dire clairement qu'il y a une articulation, je n'ai pas dit une équivalence, mais une articulation entre la question de l'antisémitisme et celle de l'antisionisme? Pardon. Vous avez pu noter les questions. Oui. Oui. Alors, par ordre de questionnement, parce que c'est vrai qu'après on a un autre débat que. On va laisser Jean-Noël qui. Non, mais vous prenez le temps de la réponse, non. Mais on s'arrête à 3 questions malheureusement, et j'en suis désolée. Je reviendrai. Les Cora, nous évidemment, on croit à ce dispositif de proximité. C'est même au cœur de notre action. Aujourd'hui, on vient de lancer l'appel à projet territorial. On sait que l'action contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, les discriminations doivent se mener à l'échelon local. Ça doit être des réunions de travail et des réunions d'action, et pas des réunions formelles. Donc j'ai assisté à mon premier Cora il y a quelques jours. Je pense qu'on a progressé. Parce que par moment, et je connais ça, hein, on fait des réunions parce qu'on est obligé de les faire.
Et ça doit aller plus loin que ça. On va y travailler, bien évidemment. Je ne suis pas préfet, je n'ai pas d'autorité particulière, mais les préfets ont envie, hein, et vous l'avez dit, c'était une réunion formidable. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qui sort de cette réunion, et il faut qu'on y travaille tous ensemble. Ensuite, j'entends ce que vous dites, monsieur, le décalage entre le son et l'image. Je suis peut-être angélique, mais je crois qu'il ne faut pas renoncer, vraiment, et nulle part. Je suis désolé de reprendre un exemple clichois. Je vous montrerai des photos tout à l'heure, si vous voulez. Plusieurs classes de Clichy ont travaillé sur le journal d'Anne Frank, justement. Et c'est possible, vraiment. Et vous connaissez ma ville, 90 nationalités. Comme je le dis parfois avec humour, je peux faire les Jeux Olympiques demain sans quitter Clichy-sous-Bois. J'ai tous les pays du monde dans ma ville. J'ai toutes les religions, etc. J'ai une population juive, j'ai des Turcs chaldéens, j'ai des Turcs musulmans, j'ai des Kurdes. Enfin, je peux faire à la fois les Jeux Olympiques et une guerre mondiale, si je veux, dans cette ville. Donc, il ne faut pas renoncer. C'est difficile. Les profs ont besoin d'être formés. Parce que par moment, on ne sait pas par quel bout prendre ces questions. Il y a encore 1 an et demi, même pas, j'étais formateur d'enseignants. Je ne suis pas tombé du ciel. Je formais des profs à travailler en éducation prioritaire au rectorat de Créteil. Donc pas dans le rectorat le plus facile. Oui, les profs sont parfois démunis. Mais non, il ne faut pas renoncer. Je ne dis pas que c'est facile, ça serait trop simple. Oui, parfois, après l'assassinat de Samuel Paty, malheureusement, il y a eu des difficultés partout sur des minutes de silence. Et c'est insupportable, c'est inacceptable. Mais je crois qu'il faut réduire l'écart entre le son et l'image. Et pour y arriver, il faut oser, ne pas renoncer, former. Le métier de prof, c'est difficile. Et on a besoin de les aider et de les accompagner. Enfin... la dernière question, je crois avoir essayé d'y répondre. Le président de la République l'a rappelé lors d'un discours du CRIF, la définition de l'antisémitisme pris par l'IHRA est notre définition. Elle est une définition nécessaire, utile, qui permet de dire que l'antisémitisme est la haine du juif, la haine d'Israël et de l'État d'Israël, dire qu'on ne peut pas accepter que l'antisionisme soit un cache-sexe d'un nouvel antisémitisme, et je peux vous assurer que dans le rôle qui est le mien, je ferai vivre ça. Merci. Merci beaucoup Olivier Klein. On aurait voulu débattre encore une bonne heure, mais le temps presse. Merci beaucoup. Merci.